Bonjour, bonjour à tous. Un live, un livre, numéro 31, dédié à Nduna Depeno, dont je porte ici le t-shirt hommage. Hommage au poète, journée, mois dédié au poète gabonais Nduna Depeno. On a essayé tout au long de la semaine de remettre au goût du jour, même s'il est toujours, on va dire comment, même si on fait toujours référence à lui dans les écoles, mais remettre au goût du jour des textes qui n'ont pas toujours été explorés, qui n'ont pas toujours été mis de l'avant. On voit qu'il y a plusieurs facettes dans l'écriture de l'auteur, mais tout de suite préciser que le live du jour verra la participation beaucoup plus des contributeurs plutôt qu'une analyse comme je le fais habituellement. J'aurai peut-être le temps de lire un ou deux textes et voilà, il y aura des contributeurs. On a la fille de Nduna Depeno qui sera avec nous, Andrea, pour nous parler un peu du poète, nous parler de l'homme qu'il était et de comment un peu ils ont vécu aux côtés de cet homme grand par la taille et par les sentiments aussi. Donc on a recueilli quelques témoignages aussi des proches et voilà, parler aussi des projets futurs, disons des projets qui vont dans le sens de comment dirais-je, continuer de vivifier, de laisser vivant la mémoire du poète disparu. Alors je vais déjà partager cela. Tac. Je voudrais déjà remercier tous les artistes qui se sont pliés à l'exercice, à savoir déclamer des poèmes. Mais ce n'est pas réservé qu'aux artistes, c'est-à-dire tout le monde peut déclamer un poème, comme l'a fait d'ailleurs Sylvie Méviane, qui a déclamé son poème, qui l'a fait d'ailleurs avec brio. On peut aussi, tout le monde peut s'approprier. Alors j'ai eu la chance, l'immense chance d'avoir le recueil
offert d'ailleurs par Andrea. Ça est parti du Gabon, c'est arrivé en Corée, jusqu'à se rendre à moi. Donc ceux qui veulent déclamer, parce que c'est tout le mois de juillet, parce que Ndouna Depeno est né en juillet, mort en juillet. Donc on peut profiter de tout le mois. Salut Joël. On peut profiter de tout le mois de juillet pour lui rendre hommage. Donc ceux qui veulent avoir des textes, je peux vous les envoyer. Ceux qui veulent avoir un texte, mais c'est moi qui choisis le texte, ce n'est pas vous. Donc je choisis un texte, je vous l'envoie et puis vous le déclamez, vous le publiez. Vous me l'envoyez, je le publie ou vous le publiez sur votre page et vous me taguez ensuite. L'objectif ici, c'est non pas de célébrer pour célébrer, mais aussi montrer que voilà, il y a des gens qui peuvent écrire. Voilà, il y a des gens qui peuvent écrire, il y en a qui écrivent dans leur confidentialité, mais c'est à nous, lecteurs, de faire vivre ces œuvres-là. Une œuvre n'est jamais rien sans la contribution des lecteurs. C'est le lecteur qui doit faire vivre. Et par exemple, pour exemple, il y a un débat, on l'entendra, on le dira tout à l'heure. Voilà, l'oncle qui dit que le poète n'avait pas de projet politique, il n'était pas du tout politique. Or, la critique va toujours dans le sens de la politique, parce que le contexte le oblige. On est dans les années 70, donc on soupçonne qu'il avait disons, des visées politiques. Donc ça, c'est des débats qui nourrissent, mais la seule façon d'essayer de nous départager, c'est d'aller plonger dans les textes de l'auteur. Et on voit que dans la diversité qu'il y a dans l'écriture de Ndouna Depeno, eh bien, il y a des aspects qu'on peut explorer d'un point de vue politique, d'autres d'un point de vue vraiment personnel. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de partager la vidéo, de taguer vos amis, parce que c'est un hommage. Je suis contre l'idée du héros. Je ne pense pas que c'est un héros au sens où voilà, il a combattu quoi que ce soit, mais c'est un personnage central dans la vie, dans l'histoire du Gabon. Il faut pas oublier qu'il y a un article d'ailleurs qui en parlait dans Jeune Afrique. C'est juste un petit paragraphe où on souligne qu'en même temps on construisait, le Gabon sortait de sa torpeur, on construisait, il y avait des grands travaux. En même temps, c'est dans ce contexte-là qu'on assassinait aussi. Donc ça aussi c'est pour faire la parenthèse avec les célébrations qu'on a souvent autour de Kagame qui serait, là je dévie un peu sur le côté politique, Kagame qui construit, tel président, mais construire ne suffit pas. En sourdine, il y a toujours voilà, le meurtre qui est organisé. Donc la première chose qu'on doit conquérir, et le poète le dit, c'est la liberté. C'est d'abord la liberté. Et on voit que dans cette période, ils sont très préoccupés par la liberté. Et c'est dans un reportage, Pierre Claver à Kennedy qui disait, à leur époque, si lui, là, par exemple, était sensible au poème de Pierre Edgar Mundjegou, c'est justement parce qu'à leur époque, ils ne pouvaient pas supporter qu'il y ait à côté des gens qui sont affamés, des gens qu'on force à travailler dans les mines d'or, qu'on force à faire... Et eux, ils vont être là à chanter, à parler de voilà, j'ai ouvert ma fenêtre, je me suis enrhumé, ainsi de suite. Donc, c'était ça. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que peut-être que Ndouna Depeno n'avait pas de visée politique, mais il avait une conscience politique. Et c'est un peu ce qui caractérise les artistes, de nombreux artistes de cette époque-là. Donc, comme je disais, je vous invite à partager la vidéo et aussi de taguer tous ceux qui vous sont proches notamment. Alors, tac... Alors tout de suite, pour ne pas monopoliser, parce que là il faut laisser la place à qui de droit, je vais inviter Andrea Depeno pour nous parler de l'homme, du poète. Alors, tac, tac, tac.
Andrea, si tu me regardes, si tu nous suis, il faudrait que tu te mettes sur le téléphone en fait. Voilà. Ok, j'invite sur sa page. Ok, très bien, j'invite Sylvie alors. Tac, tac. Elle est où Sylvie? Sylvie. Sylvie non plus n'est pas sur le téléphone. Donc, je précise aussi qu'il y a, voilà, pour faire vivre, je rappelle, pour faire vivre la mémoire du poète disparu, voilà, on a trouvé déclamer vos poèmes pour qu'on puisse suffisamment lui rendre hommage. Euh, alors, on attend que Sylvie. Alors. Bon, je suis là. Bonjour, bonjour, Andrea. Bonjour, Andrea. Bonjour, je t'entends mal. Comment vas-tu? Tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends? Bonjour, arrête. Je vais pas arrêter là. Attends, putain. On a des petits problèmes de technique. Ok. C'est bon là? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, très bien. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Ok. Alors, toute la semaine, on a essayé d'avoir des personnes qui puissent déclamer les poèmes de ton regretté père. Tout de suite, c'est quoi le sentiment qui te vient quand à voir ces poèmes déclamés de la sorte? Alors, comment dire? L'émotion, Ok. beaucoup d'émotions, et pas seulement moi, hein, toute la famille était émue parce que j'ai partagé. Et du coup, comme on a une autre lecture, parce comme ma soeur a dit qu'elle a compris. C'est ça. Et moi aussi, j'ai compris. On a compris. Ok. Voilà. Notre lecture de ces poèmes, vraiment, c'était autre chose. Ok. Comme quoi, en fait, c'est la lecture qui va donner sens finalement au poème. Oui, hein. Euh, Oui, oui, ça, on l'a dit. ok. Et peut-être te présenter brièvement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? Moi, ben, je suis Andrea Luna de Peno, je suis la quatrième enfant. Je suis orthophoniste, donc je m'occupe de la rééducation des troubles du langage et je suis très engagée un peu partout dans ma profession, à l'église. Et c'est moi, côté famille, qui gère un peu le côté La vie. on a des pénaux. Ouais. Ok. Voilà, chacun de nous a ses tâches. Et voilà. Très bien. Je me reviens. Justement, le poète Nduna de Peno, on connaît un peu quelques textes. Du moins, nous, on a grandi avec pour l'école et tout le reste. Mais quand on entend le nom, euh, moi, j'avais l'impression, en tout cas, c'est en terminale que je découvre qu'il est gabonais. J'avais l'impression qu'il était étranger. Est-ce que vous, il vous paraissait aussi étranger dans la manière disons, de vivre sa poésie? Peut-être pas dans la manière de vivre sa poésie, parce que les poèmes, il les écrivait. Comme je disais à mes nièces, on les récitait un peu comme pour tester. Mais dans sa manière de vivre en général, c'est-à-dire que le monsieur en général était quand même assez spécial, quoi. Et on avait l'impression qu'il était pas étranger. Oui, il était étrange. Ouais. Étrange, ok. Et c'est quoi les conseils qu'il vous donnait pour lire, pour déclamer ces textes? Est-ce qu'il vous donnait, il vous disait, ah, tu restes debout, droit, il faut l'intonation? Qu'est-ce qu'il vous disait en fait?
Oui, bon, les souvenirs sont très, très, très vieux, hein, de 40 ans, mais oui, il fallait rester Oui. debout, faire des gestes, il fallait monter là où il fallait monter, descendre. Ah non, là, c'était trop plat. Mhm. Et nous, c'était un exercice. Pour moi, c'était un exercice fatigant. Ok. C'était Je fatigant ne pour toi. percevais pas la beauté des verres. Oui. Est-ce il y avait des enfants en particulier qui choisissaient ou bien c'était tous ceux qui pouvaient parler et s'exprimer? Tous, tous. Bon, il faut dire qu'à la mort de papa, moi, j'avais 10 ans. Mhm. Mon petit frère, après moi, bon, lui, n'a pas trop subi ça parce qu'il avait 5 ans. Oui, Et donc, on était les quatre aînés, en fait. oui. Et voilà, et je crois que j'étais un peu l'enfant test. Ok. Le cobaye de la famille. C'est un cobaye poétique. Voilà. Pardon? Un cobaye poétique. Oui, oui, un cobaye poétique, un cobaye éducatif aussi, parce Oui. que les témoignages qu'on a sur la page, il y a un qui m'a dit, quand il voulait faire passer le concept, la théorie du CP unique, Oui. parce que moi, à l'époque, je me souviens que je suis partie de la maternelle, Mhm. euh, de moyenne section maternelle, je crois, en CP, ou je ne me souviens plus, ou de maternelle en C1. En tout cas, j'ai sauté une classe. Ok. Je suis partie d'une école française, une école gabonaise publique, c'était vraiment je l'ai marqué. Mhm. Je n'avais pas compris. C'est ce monsieur, en lisant les témoignages, j'ai compris qu'en fait, il voulait montrer aux gens que le CP unique peut se faire. Et il a utilisé sa fille Comme cobaye. pour le prouver, Ok. un cobaye. Et là, justement, cette théorie-là nous apprend le pédagogue visionnaire finalement. C'est-à-dire qu'il veut instituer le CP unique et il est combattu. Est-ce que vous avez vécu disons ce conflit-là? Est-ce que vous étiez au courant ou bien ce n'est qu'après que vous l'avez compris? Ce n'est qu'après, hein, c'est vraiment moi, personnellement, c'est maintenant que je l'apprends. On ne l'a pas vécu, enfin, on n'était pas au courant de ce conflit parce qu'on voyait ça de loin. Mais moi, je l'ai vécu parce que je me rappelle au début, je ne savais même pas écrire en attaché, comme on dit, en cursive, là. Et puis, l'instituteur était très méchant. Je ne comprenais pas pourquoi il était méchant comme ça, mais en fait, parce que c'était un qui combattait, je pense, cette idée. Et, mais finalement, ça a très bien, ça s'est bien passé jusqu'au bout. Mais on n'avait pas compris ça. Enfin, on ne le savait pas. Donc, tu es l'exemple vivant, plusieurs décennies plus tard, qu'il fallait effectivement, dans les années 70, on va dire, instituer le CP unique. Oui, moi, je pense que quand un enfant, ma profession actuelle fait que je suis à cheval entre la médecine et la pédagogie. Quand un enfant a les capacités, on peut le pousser, il n'y a pas de problème. Quand il n'en a pas, il ne faut pas le pousser non plus. Oui. C'est ça. C'était quoi ces passe-temps? La vie en famille, c'était quoi? Ça se passait comment? Est-ce que c'était tout le temps des conseils ici, rigides? Est-ce que c'était, voilà, c'était quoi la vie en famille avec Luna de Beno? Alors, il faut dire que les temps en famille, parce que vers la fin, bon, enfin, on a su que c'était la fin, mais il est resté longtemps en exil, je crois, dès 72, 73, il est parti. Mhm. Donc, les temps en famille c'était des retrouvailles, à la fois des retrouvailles en famille. Il fallait qu'il donne tous ses conseils au maximum. Hein, on avait l'impression de quelqu'un qui courait comme ça sur le temps, enfin, comme s'il avait une échéance. Mhm. Et il fallait les vivre au maximum, donner des conseils. Et quand on était à OIM, c'était une vie en famille, mais vie d'internat. Hein. On avait des heures d'études, Oui. une salle d'études à domicile avec des heures d'études. On avait des livres à lire et faire des comptes rendus de lecture comme à l'école, quoi. Mais c'était une vie de Ok. famille. Donc on était un peu comme ça. Donc c'était une famille un peu spéciale. Et à côté de ça, c'était beaucoup d'ouverture, beaucoup de curiosité sur la nature, les projections de films. Enfin, on était ouvert à beaucoup de choses. Mhm. Nous, on regrettait pourquoi ils ne nous emmènent pas en Europe. Nous aussi, on veut vivre en Israël. On disait, c'est pas sympa. Mais lui, il avait dit que sa famille doit rester au Gabon, connaître les origines, les souches de là où on vient. On ira en Europe plus tard, donc on faisait plutôt vivre la vie gabonaise, authentique. Mhm. Voilà. Justement, ce qu'on voit beaucoup dans sa poésie, c'est que la nature est très présente dans tous ses poèmes. La nature est très, 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 très présente.
Que ce soit donc pour l'école, la fleur oubliée à chaque deuxième tour est une peine liée à chaque jour. Dans disons, le toit de paille, il est question aussi de nature, le ruisseau, le mésange. Est-ce que vous avez grandi dans un environnement où la nature avait une grande place en tant que telle? Oui. D'abord, papa faisait beaucoup de photos. Mhm, Beaucoup, beaucoup de photos. Donc, vraiment, il avait toujours un appareil photo et il photographiait tout. mhm, Et après, on avait des projections de ceux qu'il avait photographiés. Et moi, il y a un fait qui est resté, c'était, il pouvait rester des heures à observer. Moi, je me souviens de ça, ça m'a vraiment marqué, quoi. mhm, Il fallait qu'on observe vraiment la chenille à chrysalide qui devient papillon, mais rester là tout ce temps, mhm. on se disait, mais il y a un problème. Et lui, il prenait des photos à chaque étape. Ok. Donc, il pouvait rester même un jour, 2 jours, et puis il prend ses photos. Et il nous disait d'observer ça, d'observer la nature. Je me rappelle, à Oyem, on allait à pied à l'école, à côté du lac, les bousses de vaches, là, de veaux. Non, il fallait regarder ça. C'était toute la nature. Ok. Mais après coup, c'est vrai que moi, je suis très nature. Même mes patients vont me dire qu'Andrea, tu es trop nature. Toujours des excursions en forêt, toujours en train de partir quelque Mhm, part, la plage. Il y a des moments où je fais comme lui maintenant, je m'arrête au bord de mer, là, au lycée bas, mhm. et puis je suis là, Ouais. je regarde l'eau. Mais il était vraiment comme ça, très, très, très proche de la nature. Et d'ailleurs, on a toujours habité dans des lieux loin de la ville, Mhm, à Kivu. Bon, maintenant, la ville est venue nous rejoindre, mais avant, on était tout au bout du village. C'était la brousse après nous et les cimetières, il n'y avait personne. mhm. Oui, et ça, c'est vraiment saisissant quand on lit ces poèmes. Il faudra, quand vous avez le temps, essayer de relire. Mais c'est que la plupart, sinon, peut-être, je m'avance comme ça, 70 à 80% de ces poèmes, c'est comme si c'était des instants figés, en fait. C'est comme si c'était des photos. On peut y en prendre quelque part. Quand il parle du vent, il décrit tout ce qui se passe, tout ce qui accompagne le vent, notamment. Notamment quand il parle du toit de sa case, on voit tout de suite ce qui se passe, c'est-à-dire la brume qui vient alourdir le toit de paille, ainsi de suite. Donc, on voit finalement dans sa poésie, c'était une poésie contemplative, quoi. C'est ainsi qu'on définit aussi les poètes romantiques. C'est ça la romance, notamment, le poète romantique. Juste préciser à ceux qui regardent, c'est qu'ils peuvent aussi, entre-temps, poser des questions sur l'auteur, pour savoir s'ils ont des questions, en tout cas en particulier sur l'auteur. Tout en sachant bien que la douleur de la disparition, je pense elle revient de temps en temps. Moi, j'ai privilégié d'évoquer beaucoup plus le poète que l'aspect soit politique ou de l'assassinat. Euh, comment est-ce qu'on vit le deuil? Comment on a vécu ce deuil-là? C'est-à-dire après, comment est-ce qu'on se reconstruit après ce deuil-là? Bon, comment est-ce qu'on se reconstruit? Après coup, je me dis qu'on aurait dû avoir une cellule psychologique quand même quoi, pour nous redresser. Mhm. Mais on a une maman qui est très pieuse, très, très, très pieuse et qui confiait tout au Seigneur. Oui. Et je crois elle nous a reconstruit à partir de ça. Elle avait souvent une phrase, non, ça, Dieu gère tout. Et maman de nous disait que, pardon, arrête avec Dieu qui gère tout, on ne voit pas. Mais non, tout, il fallait remettre à Dieu. Et là aussi, petit à petit, notre foi est arrivée. Mhm. On se reconstruit, la douleur est toujours là. On a tous un trait commun, c'est ce qu'on, tous ceux qui nous connaissent nous disent qu'on a un trait commun, c'est qu'on a. Alors, on a un peu perdu Andrea. Est-ce qu'elle est encore là? Alors, je dis que pour ceux qui nous regardent, si vous voulez déclamer un poème même en live ici, vous pouvez toujours le faire. Ceux qui aimeraient partager une... Euh, alors, je vais essayer de reprendre Andrea. Tac. Et voilà. Désolée, je crois qu'il faut m'inviter sur la page de Sylvie parce qu'apparemment j'ai changé de puce. OK. J'ai fait la puce du bureau, on m'appelle quand même dessus.
Donc, je t'invite sur la page de Sylvie. Oui, comme ça, c'est un numéro qui ne sera pas connu parce que là, on m'appelle quand même. J'ai éteint tous mes téléphones. Ok, très bien. Alors, est-ce que Sylvie, je ne la vois pas sur son... Elle n'est pas sur son téléphone. Il faut être sur le téléphone, en fait. Alors, on va répondre. D'accord. Alors, Ça se reconnaît à travers ses œuvres. Quand vous l'entendez chanter, vous pouvez mesurer la sensibilité de l'être. Et quand vous entendez, vous écoutez les paroles, vous pouvez tout. alors j'essaie de lancer Sylvie. Sylvie n'est toujours pas connectée. Alors, Sylvie est là. Tac. Hop. C'est bon? Voilà. Vous voyez? Oui. Donc, on disait que vous vous êtes reconstruit à partir de la foi que votre mère vous a aussi inculquée. Oui. Oui, donc on disait ça à partir de la foi. Et Donat Depeno était aussi très croyant et c'était un chef scout. Hein. Ouais. Donc, pour les 40 ans, on a fait une vidéo. C'était un grand travail. Il fallait chercher toutes les photos et Ouais. présenter toutes les facettes de Donat Depeno. Donc, Mhm. on voit son engagement aussi dans les scouts et cœur vaillant, âme vaillant. Donc, voilà, on était trempés là-dedans. Mhm. Et plus que le deuil, c'est vrai, il est en partie fait. Est-ce que c'est surtout l'absence disons, de vérité ou de justice qui frustre beaucoup? C'est-à-dire, on ne sait pas, sauf s'il y a des choses que vous savez en famille, mais c'est-à-dire, on ne sait pas ce qui s'est passé, les commanditaires, ainsi de suite. Parce que pour les